Et bienvenue à tous dans ce live ce midi. On va parler des marchés financiers. Dans un premier temps, on va faire un petit point sur l'actualité très rapidement. Et ensuite, avec notre invité de haut niveau, Viken, on va parler des marchés financiers. Donc, Viken, c'est un trader professionnel certifié à l'AMF. Tu peux nous dire rapidement ce qu'est l'AMF et ce qui fait du coup ta particularité par rapport à pas mal de choses qu'on peut voir sur Internet? Alors l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est l'organisme qui régule les marchés financiers en France. Donc chaque pays a sa propre autorité. D'ailleurs, elles sont plus ou moins souples selon les pays. En France, elle est assez rigoureuse. Et donc moi, j'ai passé le diplôme qui s'appelle conseiller en investissement financier, qui est agréé par l'autorité des marchés financiers et qui est obligatoire si tu veux donner des conseils financiers tout simplement. Sans ça, tu n'as pas le droit de donner de conseils financiers. Le fameux CIF. Le CIF, exactement. Qui travaillent dans le milieu bancaire, qui connaissent tout ce qui est MiFID et compagnie, c'est très, très, très réglementé et c'est un gage en fait de qualité. En gros, comprenez, pour faire simple, que ce que vous dit Viken, il est obligé, il peut être contrôlé sur tout ce qu'il dit. Donc, il est obligé, un peu comme mon frère qui est avocat, de vous dire des choses, entre guillemets, il ne va pas vous vendre du rêve. Et c'est pour ça qu'il a invité aussi dans ce live. C'est qu'il va vous dire réellement l'état de l'art sans extrapoler, quoi. Tout à fait. Puis moi, je conseille que ce que je fais moi-même. Ce que je conseille à mes clients, c'est ce que je fais moi-même avec mon propre capital. Après cette présentation, du coup, on va rapidement parler d'actualité. Donc, au niveau de l'actualité, j'ai deux choses qui pour moi sont majeures depuis hier. C'est la précision, ce que je vous ai raconté hier sur la récession qui est en train d'arriver au niveau économique. Elle a été confirmée et elle est d'une ampleur, j'ai pas envie de dire inégalée, parce qu'on ne maîtrise toujours pas l'ampleur qu'elle peut avoir, parce qu'on est encore dans la crise sanitaire, mais on sait qu'elle est au moins du niveau de 2009. On parle même de la Seconde Guerre mondiale. Alors le gros avantage de ça, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu les 30 Glorieuses. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Mais on est dedans et je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, ça sera proportionnel à la durée de confinement et à la potentielle reprise des entreprises et de l'économie. Plus il y a d'entreprises qui vont faire faillite, plus on va avoir du chômage, plus on va avoir des dettes d'État qui vont encore se surendetter alors qu'elles sont déjà endettées, et plus du coup on va avoir un impact sur l'immobilier. Là, on va voir sur les marchés financiers, mais Viken, il est meilleur que moi là-dedans, donc il va plus en parler. Mais même sur l'immobilier, c'est ça qui peut avoir un impact. Donc, ça, c'est un paramètre qui est important de regarder. Et deuxième chose, parce qu'on critique beaucoup les hommes politiques, les femmes politiques. J'ai plus son nom, mais ce matin, j'ai écouté la ministre du Travail et tu l'écoutes et tu te dis, c'est pas possible, c'est pas une femme politique, elle. Et en fait, tu regardes, effectivement, elle a un passé en entreprise et elle parle vraiment de manière très, très, je trouve, pertinente. Et elle évoque des sujets que j'ai moi-même évoqués sur la chaîne par rapport au différé et elle va venir checker. Par contre, elle donnait un argument parce que moi, je reproche en fait l'automatisation du différé et des aides pour les sociétés et pour les bailleurs alors que certains n'ont pas besoin et du coup, ils vont juste gratter de l'aide d'État. Et elle a dit un truc pertinent et du coup, je veux faire une petite correction sur ce que j'ai dit. Elle a dit qu'en fait, ils vont le faire a posteriori parce que le faire a priori, ça aurait entraîné de trop gros délais derrière par rapport au contrôle pour ensuite payer les chômages partiels et compagnie. Et en fait, elle a tout à fait raison, c'est vrai que c'est pertinent. Et j'espère juste que ces contrôles seront vraiment menés bien comme il faut, parce qu'il faut voir ces aides-là comme une aide sociale et pas une opportunité de faire un peu plus de cash flow tous les mois. Pour moi, faire ça, ça sera intéressant d'avoir ton point de vue, Viken, mais pour moi, faire ça, c'est juste se tirer une balle dans le pied, alors peut-être pas dans 3 mois, mais peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, quand votre banque va faire faillite, vous allez prendre une plus grosse plaque que les 1000 euros de cash flow que vous aurez récupéré grâce à la crise. Alors c'est un point de vue un peu strict et clairement, toutes les banques ne feront pas faillite. Par contre, je redis souvent cette image, Viken, là-dessus. Il y a quelques mois, on n'aurait pas pensé que la moitié de la planète serait confinée parce qu'il ne faut pas se tousser dessus, entre guillemets, si je vulgarise. Et un peu provoque. Donc il y a quelques mois, quelques années, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai mis en place un projet par rapport dans le scénario de faillite des banques quand j'étais encore en banque.
Et je pensais jamais qu'on le mettrait en production, quoi, ce projet, en production, c'est-à-dire dans la vraie vie. Mais maintenant, dites-vous que quand on voit ce qui a pu arriver, la faillite d'une banque, je ne dis pas de tout le système bancaire, mais d'une banque peut arriver et donc ça sera bon pour personne si une banque fait faillite. D'une part, on ne vous oubliera pas sur vos prêts immobiliers, vous inquiétez pas, et d'autre part, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, ayons tous un petit geste, un petit élan citoyen dans la mise en place des différés, des reports et compagnie. En gros, si on peut, et si tu as bien investi, tu peux, dans ces cas-là, ne demande pas de différer. Voilà pour l'actualité. On va passer maintenant avec Viken au marché financier et à la thématique de, en cette période de crise, comment on fait quand on a un portefeuille et déjà pour limiter la casse, est-ce que c'est vraiment une crise grave? Est-ce qu'on est déjà dans la crise? Viken, est-ce que tu peux nous décrypter tout ça avec ton œil de trader professionnel? Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, on vit vraiment une crise très importante. Et selon moi, même si les chiffres sont pas du niveau de 2008, pour moi la crise est plus grave qu'en 2008 et c'est pas impossible, parce que je reçois beaucoup d'emails en ce moment, on me dit est-ce que tu penses qu'on est au plus bas? Je dis je ne sais pas. Et d'ailleurs ma stratégie est justement faite pour ne pas avoir besoin de savoir. Et en fait on ne sait pas et c'est bien possible que ça baisse encore parce que ce qui se passe actuellement c'est plus grave qu'en 2008. En 2008, la crise des subprimes, c'était seulement une crise bancaire. Et par exemple, pendant cette année 2008, les marchés aux États-Unis ont perdu 38%. Là, on est en 2020. La crise, selon moi, est plus grave parce que c'est pas seulement une crise bancaire, c'est une crise sanitaire mondiale. Et comme tu dis, ça affecte mais vraiment quasiment toutes les entreprises du monde. Il y aura beaucoup de faillites certainement. Et les marchés ont moins baissé qu'en 2008 pour l'instant. C'est pas impossible que ça baisse plus tard. Hein. Parce que je pense qu'aux États-Unis, il va y avoir un petit décalage. Tu vois. Ce qui se passe aux États-Unis, le coronavirus est arrivé un peu plus tard. Je pense qu'il y aura un décalage. Et selon moi, il n'est pas impossible que ça baisse encore. Et la crise, est beaucoup plus grave. Pour donner un peu les chiffres, là, les indices ont un peu remonté ces derniers jours. Par exemple, le S&P 500, donc le S&P 500, c'est l'indice de référence, on va dire, aux États-Unis. Il regroupe les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. À elle seule, elle représente 80% du marché boursier américain. Depuis le début de l'année, il est à moins 15% environ, donc depuis le début 2020. Le CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés françaises, est à moins 25 environ. Et donc voilà, pour l'instant, c'est moins grave qu'en 2008. Les indices ont moins baissé, mais c'est pas impossible qu'ils baissent encore. Et par contre, il y a eu quelque chose qui a été, même si les cours ont moins baissé, il y a eu quelque chose qui a été assez violent cette année, en 2020, ça a été la volatilité. La volatilité des marchés était vraiment extrême. Alors, qu'est-ce que c'est la volatilité? En fait, c'est la variation des cours en fonction du temps. Parce que si, par exemple, on va prendre juste pour expliquer ce qu'est la volatilité, après je donnerai ce qui s'est passé cette année. La volatilité, si par exemple le cours d'une action monte de 20 euros à 50 euros et redescend à 10 euros, est-ce qu'elle a été volatile ou pas? On ne sait pas, il faut voir en combien de temps elle a fait ça. Si elle a fait ça en l'espace de 50 ans, non, elle n'est pas très volatile. Mais si elle est passée de 20 euros à 50 euros puis redescendue à 10 en l'espace de 2 semaines, par exemple, là, c'est extrêmement volatile. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que les marchés ont été extrêmement volatiles en février et mars, parce qu'il y avait des jours où ça prenait 10%, le lendemain, ça perdait 7%, le surlendemain, ça reprenait 8%. Vraiment, donc il y a eu des variations importantes dans un laps de temps très court. Et par exemple, on a battu des records, mais dans un sens comme dans l'autre. Hein. Par exemple, donc le 12 mars 2020, le S&P 500, donc le fameux indice de référence aux États-Unis, a perdu 9,50% en une journée, mais c'est vraiment énorme, hein, perdre ça en une journée. Et d'ailleurs, ce jour-là, il y a même eu une interruption des cotations aux États-Unis. C'est-à-dire qu'automatiquement, la bourse a été coupée, donc on ne pouvait plus acheter ni vendre. Donc ils ont fait ça pendant 15 minutes. Alors pourquoi ils ont fait ça selon moi? C'est parce que maintenant, il n'y a plus vraiment comme on voit dans les films des années 80-90, les salles des marchés avec les traders qui crient à la criée, ça n'existe plus. Maintenant, c'est des robots, en fait, c'est des algorithmes qui sont programmés. Et donc, quand les marchés baissent fortement, les robots sont programmés pour détecter ces baisses. Et en cas de baisse, ils vont justement parier à la baisse eux aussi. Et donc, ça aurait entraîné les marchés encore plus bas. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des alertes automatiques qui ont coupé les marchés pour que des opérateurs physiques reprennent la main sur les robots et sauvent tout ça. C'est quoi ça amène quoi comme signal de place le fait qu'il y ait une interruption de cotation? Parce que
c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Oui. Ça amène quoi comme signal au niveau des traders, au niveau des professionnels? Déjà, ouais, c'est comme tu dis, justement, c'est très rare. En 2008, par exemple, pendant la crise de 2008, il n'y avait pas eu cette interruption de cotation. Pour dire que la volatilité était plus faible en 2008, ça amène qu'on est vraiment dans une situation de panique, en fait. En fait, finalement, les logiciels prennent le dessus sur la réalité. Et ce qui se passe, en fait, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très grave. Hein. La crise économique, elle est bien réelle. Hein. C'est vraiment grave et je pense que c'est pas fini. Mais là, ce qui se passait, là, par exemple, le 12 mars et les jours suivants, c'est décorrélé de la réalité. Parce que c'est logique que ça baisse, mais ça baissait beaucoup trop par rapport à la réalité. Par exemple, comment on peut expliquer que le 12 mars, les marchés perdent 9,5%. Ensuite, la semaine du 16 au 20 mars, ça a été la plus forte baisse sur les marchés américains depuis 2008, en une semaine, donc du 16 au 20 mars. Et ensuite, le 24 mars, donc à peine quelques jours plus tard, les marchés américains, par exemple l'indice Dow Jones, qui est le plus vieil indice boursier au monde, c'est un indice américain, a battu son record de hausse en une journée depuis 1993. Il a fait plus 11,3% en une journée. Donc tu vois, la semaine précédente, les marchés américains font leur pire semaine depuis 2008. Et 3 jours plus tard, cet indice-là, américain, fait sa meilleure journée depuis 1993. Donc tu vois, c'était vraiment... C'est pas logique, par exemple, qu'en situation comme ça, il y a un indice qui fasse plus 11%. Donc en fait, c'était vraiment... les marchés s'étaient emballés, quoi. Et, le souci là-dessus, moi qui ai une approche assez scientifique, c'est qu'en fait, il n'y a aucun modèle mathématique du coup qu'on peut appliquer sur cette crise actuelle. Oui, parce que c'est un peu inédit, quoi. Les crises précédentes, que ce soit 2008, la crise de subprime, ou au début des années 2000, il y a eu la bulle Internet, ou plus tôt, on a eu la crise du pétrole, etc., etc. En fait, c'était pas du... Ouais, comme tu dis, c'est pas la crise qu'on vit actuellement est différente, c'est une crise sanitaire, et c'est inédit. Donc effectivement, on n'a pas vraiment d'expérience là-dessus pour pouvoir créer, comme tu dis, des modèles mathématiques qui permettraient vraiment d'anticiper ce qui va se passer, puisque c'est une crise inédite. C'est quoi, pour les profanes, c'est quoi l'action au niveau du cerveau qui entraîne le fait qu'on peut avoir comme ça une augmentation une baisse aussi grosse suivie d'une augmentation aussi grosse une semaine plus tard? C'est quoi la psychologie qui se passe pour entraîner ces variations-là? Ah ouais, parce que, pour répondre à ta question, il faut bien savoir une chose, que la seule chose qui fait varier les cours de bourse, c'est simplement la loi de l'offre et la demande. Hein. Donc, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les cours vont monter. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les cours vont baisser. Et donc, pour répondre à ta question, quel est le facteur psychologique qui a fait varier les cours à ce niveau-là? En fait, il y a eu deux cas. Il y a eu, on va dire, les investisseurs particuliers qui avaient des positions en cours, qui ont vu leurs cours baisser, les cours des actions baisser fortement, qui ont paniqué et qui ont vendu. Et donc, en vendant, ils ont fait chuter les marchés. Et une fois que les marchés ont beaucoup chuté, tu as d'autres investisseurs qui ont tous voulu acheter. Et d'ailleurs, par exemple, moi, j'ai des contacts chez le courtier DeGiro, je ne sais pas si tu connais ce courtier. Et DeGiro, je sais qu'ils m'ont contacté pour dire que j'ai beaucoup de clients qui s'inscrivent chez eux en ce moment. Ils ont contacté moi et d'autres personnes pour nous prévenir qu'ils avaient mis en place une liste d'attente. Et je sais que j'ai des clients qui sont inscrits dernièrement, ils sont 6 millième ou 7 millième. Et en fait, il y a énormément de personnes qui veulent investir en bourse maintenant parce qu'ils se disent les marchés ont beaucoup baissé, ça ne peut pas aller plus bas, c'est le moment d'investir. Alors je dis attention parce que on ne sait pas si ça ne peut pas aller plus bas. Je pense qu'on n'est pas à la fin de la crise. Et donc c'est ça en fait. C'est que les gens qui avaient des positions, là je parle vraiment des investisseurs particuliers, ont paniqué et du coup ils ont fait baisser les cours. Et d'autres qui, eux, ont flairé le bon filon, ils se sont dit c'est le moment, veulent tous acheter en ce moment. Les courtiers ont plein de demandes d'ouverture de compte. Ceux qui ont déjà des comptes achètent fortement. Et c'est ça qui a fait remonter les cours. C'est pour ça que ça fait des vagues. Tu as dit un truc qui est super important. Et alors, je ne suis pas du tout en pro des marchés financiers, c'est pour ça que je t'ai invité. Par contre, il y a deux choses qui sont pour moi sur n'importe quel système. C'est qu'est-ce qu'entraîne une crise? C'est la peur. Et t'en as parlé là, c'est ça qui rend l'irrationalité. Et le deuxième, c'est celui qui sait me dire aujourd'hui
qu'on est en début, en fin, en pic, au milieu de la crise financière, je veux bien qu'ils me sortent des modèles par rapport à ça, parce que ce que je dis souvent là-dessus, c'est quand tu vois la tête du président de la République quand il parle, du Premier ministre ou des différents ministres et des gens du secteur médical, tu ne sais même pas où on en est de la crise sanitaire. Et comme, pour moi, la crise financière, elle est corrélée directement à la durée et à l'importance de la crise sanitaire, attention les amis, quand vous pensez, quand vous vous dites, attends, ça a perdu 30%, c'est bon, ça peut que remonter. Je ne sais pas comment mais gros warning pour moi là-dessus. Je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Ça n'a pas baissé énormément par rapport à la catastrophe mondiale qu'on est en train de vivre. Hein. Donc, c'est pas du tout impossible que ça baisse encore et pas mal. Est-ce que c'est le moment pour un investisseur immobilier, par exemple, parce que c'est quand même pas mal de personnes qui me regardent sur investisseur immobilier, est-ce que c'est le moment de se dire, tiens, j'investis en bourse? Moi, je pense que moi, c'est ce que je dis aux clients, enfin, aux gens qui me contactent, c'est tout le temps le moment d'investir en bourse. Donc, si vous voulez investir, investissez dès maintenant, mais c'était aussi le moment l'année dernière, ce sera le moment dans 6 mois, dans 1 an. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est, en fait, pour parler un peu des intérêts composés, par exemple, Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde et que je cite souvent parce qu'il a fait sa fortune sur les marchés financiers, il a fait sa fortune grâce aux intérêts composés. Il ne fait pas des rendements extraordinaires, il fait des rendements très importants, plus que moi par exemple, mais surtout c'est la régularité. Il fait ça depuis des décennies et des décennies. Et si tu vois la courbe de sa fortune, c'est facile à trouver, vous tapez dans Google fortune Warren Buffett, vous allez trouver des courbes et vous voyez que c'est vraiment exponentiel parce qu'il réinvestit les bénéfices des années précédentes et surtout il est régulier, il fait ça depuis des décennies et des décennies. Les amis, si vous aimez ce qu'on est en train de dire, lâchez vos likes, n'hésitez pas à lâcher vos cœurs, nous poser des questions si vous avez des questions et partagez cette vidéo, c'est super important parce que là on est en train de donner du gros contenu et tu parles de valeur mobile au final, c'est ça? Ouais, c'est ça, d'intérêt composé et c'est ça qui fait en fait finalement la force des investissements, c'est de réinvestir les bénéfices passés. Et d'ailleurs, en fait, les gens me demandent est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour investir en bourse? En fait, je leur dis finalement, quand tu regardes des simulations sur le long terme, ce qui a le plus d'impact sur ton capital à long terme, c'est pas vraiment le capital de départ, c'est surtout le temps que tu auras passé sur les marchés. La valeur temps a plus d'impact que le capital de départ en matière d'investissement sur les marchés financiers et même dans tout investissement. Par exemple, en immobilier, c'est pareil. Quelqu'un qui commence tôt, même avec un petit capital, il ira plus loin que quelqu'un qui commencera tard avec un gros capital. Le temps a plus d'impact que le capital de départ. Oui, souvent, il y a à la Robert Kiyosaki entre le fait de mettre un certain montant au début et l'effet cumulé dont parle Warren Buffett. Attention, par contre, les amis, à pas interpréter les propos. On ne fait pas all-in aujourd'hui sur les marchés financiers. Hein, c'est pas le propos. Si vous avez un certain montant, donc ne mettez pas le montant en vous disant de toute façon, quand ça va remonter, tu prends 30%. La valeur mobile et ce dont parle Weekend, c'est d'avoir la capacité à investir à intervalles réguliers pour profiter des hausses et des baisses de l'immobilier et puis derrière du coup de cette volatilité. Si vous faites all-in, vous comprenez que derrière vous allez avoir du mal à réinvestir un mois plus tard. Exactement. Oui, voilà, il faut garder des ressources. Parce que ceux qui, par exemple, achètent des actions en ce moment parce qu'elles ont baissé, c'est parce qu'ils ont gardé des ressources. Et effectivement, en faisant all-in, tu prends un risque, parce que tu prends le risque d'investir au mauvais moment. Alors qu'en répartissant, en investissant à intervalles réguliers, alors là, il n'y a pas vraiment de règle, je peux le faire 1 fois par mois, 1 fois par trimestre, et là, tu prends beaucoup moins de risques, parce que quand les cours seront hauts, tu achèteras moins, et quand les cours seront bas, tu en achèteras plus. Effectivement, tu limites fortement le risque d'investir au mauvais moment. Et pour répondre à ta question, qui était qu'est-ce qui a fait baisser les cours? Oui. En fait, depuis quelques années, c'est vrai que les marchés montaient. Par exemple, l'année dernière, c'était une excellente année. Moi, j'ai gagné plus de 30% sur les marchés, parce que les marchés étaient largement haussiers. Et ça fait des années que les marchés montaient. Et donc, beaucoup prédisaient une crise, mais attention à ça aux gens qui prédisent, parce qu'il y a des gens depuis 5 ans, ils prédisent, ils disent, moi, j'investis pas depuis 5 ans parce que je sais qu'il va y avoir une crise. Mais ils disaient ça tous les ans. Effectivement, ça arrivait, mais c'est normal. J'ai entendu une phrase que je trouvais très intéressante et marrante la dernière fois. Quelqu'un qui disait, même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Et j'ai bien aimé cette phrase parce que c'est vraiment ça. Donc les gens qui prédisent la
la crise, mais ils disent ça depuis 5 ans ou 10 ans. Forcément, à un moment ou à un autre, ils ont eu raison. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut investir, comme tu as dit, pour moi, c'est investir dès maintenant avec une bonne stratégie, mais n'investissez pas tout d'un coup. Ayez des capacités pour investir, par exemple, chaque mois ou chaque trimestre, la même somme, et là, vous limitez vraiment très fortement le risque de tomber au mauvais moment. Et puis, voilà, attention aux prédictions que vous pouvez entendre, et comprenez un minimum ce que vous faites, ou allez chercher l'information. Là, vous voyez, je suis pas allé vous chercher le premier youtubeur venu sur expert en marché financier. Parce qu'avec mon passé de banquier, je sais où est la valeur du professionnel. Et c'est pas compliqué, elle est dans les certifications et les obligations qu'amènent ces certifications. Et c'est pour ça que je sais que là, les propos qui sont dits, c'est des propos travaillés, c'est des propos d'expérience. On peut tous se dire expert en placement financier parce qu'on a fait plus de 30%. Ça, c'est OK. On peut tous le faire. Par contre, le faire pendant 15 ans, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est ça qui est très important et qui amène derrière la vraie crédibilité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai une question, donc je vais y répondre avant de poser la mienne. Clément, excellente question. Avec quelle somme devrait-on commencer à investir? 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros? Moi, je dirais avec la somme que tu as. Donc, les trois réponses sont bonnes. Hein, 100 euros, 1000 euros, 1000 euros. 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Dans les 3 cas, tu peux investir. Hein. Si tu as 100 euros, tu peux tout à fait investir. Par exemple, tu peux acheter, si tu as 100 euros par mois ou même 100 euros tout court, tu achètes un ETF, donc c'est un produit financier qui va répliquer le cours du S&P 500. Parce que quand tu as un petit capital de, par exemple, 100 euros, je te conseille surtout pas d'acheter des actions. Parce que avec 100 euros, tu vas pas pouvoir, il y a beaucoup d'actions déjà qui seront au-dessus de 100 euros, tu ne pourras pas les acheter. Et même si tu trouves une action à 50 ou 100 euros, tu vas pouvoir l'acheter. Mais là, c'est pas une bonne idée parce que tu vas concentrer ton risque uniquement sur une entreprise. Donc, quand tu as un petit capital de 100 euros, n'achète pas des actions, achète des ETF. Donc, c'est facile, hein, ça s'achète en 2 clics comme une simple action. Mais sauf qu'en achetant un ETF qui réplique le cours du S&P 500, tu es immédiatement réparti, diversifié sur 500 sociétés. Donc, voilà. Est-ce que tu peux juste redéfinir S&P 500, s'il te plaît, pour ceux qui connaissent? Tout à fait. Alors, le S&P 500, c'est un indice qui est créé par l'agence de notation financière Standard & Poor's et qui regroupe les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Donc, cet indice-là, les 500 sociétés-là représentent 80% du marché boursier américain. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu as des ETF. Donc, un ETF, c'est un produit financier, en fait, qui réplique le cours d'autre chose. Donc, il peut répliquer le cours du pétrole, de l'or, d'une devise, du Bitcoin ou d'un indice. Et donc, là, dans notre cas, c'est un indice. Donc, une nouvelle fois, si tu as seulement 100 euros à investir, n'achète surtout pas des actions parce que avec 100 euros, tu pourras acheter que quelques actions et donc ton risque va être concentré trop fortement. Pour acheter des actions, je dirais il faut au moins 5 000 euros ou plus. En dessous, il vaut mieux acheter des ETF, comme ça tu es diversifié fortement. Et des ETF pour le S&P 500, tu en as à 20 euros actuellement. Les amis, ce qu'on fait dans ce live, c'est qu'on décrypte l'actualité par rapport au marché financier et parce que je vois pas mal de questions pertinentes pour voir dans la stratégie dans le détail que propose Viken et la définition des ETF, de ce que c'est et de comment on les utilise. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. On organise avec Viken un webinaire, par contre sur inscription et avec un nombre de places limité pour vraiment qu'on puisse garder, comme vous savez, une taille humaine. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. On organise ça. Regardez dans la vidéo au moment où vous allez la voir, quand est-ce qu'on l'organise et bloquez votre place. Comme ça, on ira dans le détail sur le long terme. Là, on parle de la crise. Et c'est pour ça que je voulais que Viken intervienne. Par contre, pour le détail de comment implémenter dans un portefeuille, Viken, il va vous expliquer comment lui, il fait pour pour même être en positif malgré la crise. Et tout ça, on le verra dans un webinaire dédié. Là, on focus sur ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers.
Et pour la méthode, vraiment, qui est pour moi l'une des méthodes les plus efficaces que j'ai pu regarder, parce que j'ai regardé à droite, à gauche, mais moi, mon club privé s'appelle IMO Rentable et Sécurité, parce que je crois à la rentabilité tout en alliant la sécurité. Et la stratégie de Viken, en fait, on pourrait le placer marché financier rentable, mais et sécurisé. C'est-à-dire, on va peut-être avoir une rentabilité moins forte sur une petite durée, mais beaucoup plus intéressante dans le temps. Et c'est ce que je prends sur l'immobilier. Donc, si ça vous intéresse, les amis, il y a le lien dans la description de la vidéo et on focusera le temps qu'il faut sur toutes ces questions. Oui, exactement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur l'approche de la sécurité. Moi aussi, je ne vise pas de gagner le plus possible, je vise surtout la sécurité parce que le capital qu'on investit en bourse, on l'a certainement gagné durement avant. Et en tout cas, on ne veut pas le perdre. Et si on n'a plus de capital, de toute façon, on est en dehors du marché, on ne peut plus investir. Du coup, la première chose, c'est de se protéger. On parlera de ça, oui, dans le webinaire dont vous a parlé Damien. J'expliquerai vraiment plus en détail ma stratégie. Vous verrez comment, du coup, je me protège des marchés et comment ça me permet, par exemple, d'être positif. Là, je suis à plus 6,7% depuis le début de l'année, alors que les marchés sont à moins de 15 aux États-Unis, moins 25 en France. J'expliquerai tout ça. Plus 6%, c'est ça que tu as dit? Ouais, plus 6,7% depuis le début de l'année. Donc, c'est mes chiffres qui étaient d'actualité hier soir à la clôture des marchés américains. Ouais, donc on verra ça tranquillement lors du webinaire. Là, alors, par rapport à l'actualité, sans sortir la boule de cristal, parce que je sais que tu ne le feras pas, mais tu penses qu'on a si on parle de maturité dans la crise financière, parce que pour moi, on a une crise sanitaire et c'est bien, il faut bien retirer crise sanitaire, crise immobilière, crise financière. Le tout donnera la crise économique globale, on va dire. Dans la crise financière, tu penses qu'on a à quel niveau de maturité? Si on prend des femmes à la mode sur les pics. Ouais, non, je suis incapable de te le dire. Vraiment, je sais pas. Et honnêtement, selon moi, personne ne le sait vraiment, parce que comme tu as dit très justement tout à l'heure, la crise qu'on vit actuellement, elle est inédite. Du coup, on peut pas la comparer. Tu vas faire des projections par rapport à des crises passées parce que c'est inédit ce qui se passe. Donc, en tout cas, moi, je suis incapable de le prédire, de dire à quel point on en est de la crise. Mais du coup, ma stratégie, elle est faite justement pour pas avoir besoin de prédire ça. Mais en tout cas, ouais, je sais. Honnêtement, réponse honnête, je sais pas où on en est. Alors, pour être tout à fait transparent avec toi, je voulais cette réponse. C'est-à-dire que c'est que la personne qui vous dit aujourd'hui le contraire et qui vous dit du coup j'ai une méthode pour gagner 30% sur les marchés financiers, honnêtement, vous tournez les talons et vous partez en courant très 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 vite. Parce que c'est pas possible les amis. C'est-à-dire que je veux juste vous refaire un truc. Dans les marchés financiers, les premiers à gagner, c'est les institutionnels, c'est les traders professionnels. Et nous, en tant que particuliers, si on ne suit pas des traders professionnels, on récupère juste les miettes. Donc, il n'y a personne qui n'est pas trader professionnel comme Viken, qui est juste, entre guillemets, formateur de marché financier, si j'ai envie de dire, je ne sais même pas si le mot existerait vraiment, qui peut vous proposer ça. Et comme a dit Viken, et c'est un truc qu'on partage, c'est l'argent que vous gagnez, ouais, vous avez transpiré pour l'avoir, quoi. Donc, faites attention aux belles promesses. Plus la promesse est belle, et plus des fois, ça peut entraîner une bonne claque ensuite. Et sur les marchés financiers, c'est pour ça que je suis des gens comme Viken, parce que moi, j'y connais pas assez. Et à chaque fois que j'ai essayé, les amis, j'ai pris les mauvaises décisions parce que j'arrive pas à faire ce que je fais avec l'immobilier et du coup, je fais rentrer l'émotionnel. Et du coup, tout seul, je suis incapable d'appliquer, par exemple, ce que fait Viken dans le fait d'être rigoureux, sur le fait de placer qu'une fois à intervalles réguliers et de pas jouer. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu sais, tu as un portefeuille, du coup, tous les jours, tu regardes si ça monte, ça descend. Et avec les stratégies de Viken, en fait, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu es tranquille. Mais moi, tout seul, j'arrive pas à le faire, en tout cas. Donc, faites attention à ces promesses. Au niveau des... ça entraîne quoi sur les marchés financiers si une société cotée fait faillite? Si toi, tu possèdes des actions... Une société cotée, une société du CAC 40, une grosse société ferait faillite, qu'est-ce que ça entraîne quoi au niveau des marchés financiers? Il y a un impact? Ah oui, ça ferait fortement baisser les marchés parce que l'indice CAC 40 baisserait mathématiquement puisque cette société-là composait l'indice. Donc voilà, il va baisser. Et en plus, ça va être un signal négatif, ça va faire baisser aussi toutes les autres sociétés. Et si, par exemple, toi, tu possèdes des actions de cette société-là, ton investissement, il passe à zéro. Ça ne vaut plus rien.
et ça rebondit sur le fait ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si vous avez un petit capital de 100 euros, justement, n'investissez pas dans des actions, parce que si par malheur, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, si c'est arrivé en 2008, hein, des sociétés qui étaient cotées en bourse ont fait faillite, et si par malheur, tes 100 euros, tu les avais investis sur une action de cette société-là, ça vaut 0. Alors que il est très peu probable que les 500 sociétés du S&P 500 ou les 40 du CAC 40 fassent faillite cette année. C'est un peu, si vous comparez, alors pour vulgariser un tout petit peu, si vous achetez au départ dans une SCPI qui aurait eu plusieurs bâtiments professionnels ou particuliers dans plusieurs endroits dans le monde, vous allez en fait diluer le risque si vous avez une crise qui arrive dans une ville ou dans un pays. Là, par rapport à ça, on voit bien, et c'est le problème de cette crise sanitaire, c'est qu'elle touche tout le monde. Donc, c'est bien le souci de la crise sanitaire d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible, il est très difficile en tout cas de couvrir complètement ce risque. On peut le limiter, et comme tu l'as fait d'ailleurs, puisque tu arrives à avoir un portefeuille qui est à 6%, malgré la crise qui est pour moi aujourd'hui quasiment internationale. On avait les États-Unis qui sont rentrés un peu plus tard, mais je pense qu'ils vont prendre cher un peu plus longtemps, ou un peu plus durement parce qu'ils n'ont pas pris... ils ont pris les mesures encore plus tardivement que chez nous, par exemple. Donc, à mon avis, ça va fracasser encore plus sévère. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter sur cette activité des marchés financiers pour les personnes qui sont plutôt profanes par rapport à ça? Alors, justement, pour les profanes, il faut savoir que moi et toutes les personnes que je connais qui gagnent de l'argent depuis des années, n'ont pas des stratégies, si vous voulez, à sens unique, c'est-à-dire qu'elles n'investissent pas que dans un type de produit, elles n'investissent pas que dans les actions. Moi, mon portefeuille est diversifié sur plusieurs classes d'actifs. C'est un portefeuille, ce qu'on appelle un portefeuille couvert, parce que avec des actifs qui sont décorrélés, c'est-à-dire que, par exemple, quand les actions baissent, comme c'est le cas en ce moment, il y a d'autres produits financiers, d'autres investissements qui, eux, montent. Et donc, en fait, l'idée, on vous expliquera tout ça en détail dans le webinaire la semaine prochaine, mais l'idée, c'est justement d'investir son capital dans plusieurs classes d'actifs qui sont décorrélées. Et, par exemple, pour donner des exemples, on entend souvent le fait que, on dit souvent, est-ce que l'or est une bonne protection? C'est-à-dire, si les marchés financiers baissent, est-ce que l'or va monter? Eh bien, c'est pas vraiment, ça monte, mais ça compense pas, si vous voulez, la baisse des marchés financiers. Et on voit même que là, depuis le début de l'année, par exemple, sur le mois de mars, l'or baissait, les marchés financiers baissaient en même temps. Donc voilà. Si vous voulez, depuis le début de l'année 2020, le cours de l'or est plutôt positif, mais ça n'a pas du tout compensé toute la perte qu'ont fait les marchés actions. Après, il y avait une autre question que j'avais souvent régulièrement ces dernières années. On me disait, est-ce qu'il faudrait acheter du Bitcoin pour se protéger en cas d'une nouvelle crise financière? Alors là, moi, je disais, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, la dernière crise financière, elle datait de 2008 et le Bitcoin a été créé en 2009. Du coup, on ne pouvait pas voir comment s'était comporté le Bitcoin durant une crise financière, parce que c'était jamais arrivé. Et là, maintenant, on le voit et on voit que finalement, non, ça n'a pas du tout servi de couverture. Hein. Le Bitcoin a pas ni monté ni baissé depuis le début de l'année, donc ça n'a pas du tout compensé les pertes des marchés actions. Donc moi, j'utilise une autre stratégie. On en parlera de toute façon en détail dans la conférence avec des graphiques. Vous verrez exactement pourquoi je le fais et comment je le fais. Parce qu'en fait, le but si vous voulez, il faut investir dans des actifs qui sont décorrélés, mais si vous voulez, quand par exemple les marchés actions baissent, il faut que votre couverture, elle gagne de l'argent. Mais par contre, quand les marchés actions vont monter, la couverture va forcément baisser, mais il ne faut pas qu'elle baisse d'autant que les marchés actions. Donc voilà, on vous montrera des solutions qui existent pour ça. On montrera tous les graphes par rapport à ça, c'est un peu complexe par rapport au live, c'est sur l'actualité, mais on rentrera vraiment dans le détail parce que c'est ça qui... vous comprendrez avec les graphes pourquoi l'or ne peut pas toute seule jouer à cette... peut pas jouer à cette couverture-là parce qu'elle va pas agir de manière inversement proportionnelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a un autre phénomène que j'ai remarqué, alors là, c'est vraiment sur les actions pures, et c'est plutôt assez rassurant parce qu'on voit que les marchés, même si, comme j'ai dit en introduction, ça s'est vraiment emballé, hein, c'est monté, un jour ça prenait 10, le lendemain ça perdait 8, le surlendemain ça reprenait 7, mais il y a malgré tout
il y a des exceptions, mais on va quand même avoir une certaine logique dans les marchés selon les secteurs d'activité des entreprises. Par exemple, donc depuis le début de l'année, donc l'indice S&P 500, on va dire qu'on va servir de cet indice-là comme référence, a perdu 15% environ. Mais par exemple, une entreprise comme Amazon, elle a gagné 10% depuis le début de l'année. Et on voit, voilà, que il y a quand même une certaine logique dans les marchés. Hein. Amazon a gagné de l'argent. Pourquoi? Parce que, comme tous les gens, comme beaucoup de commerces sont fermés, les gens achètent beaucoup plus sur Amazon en ce moment. Pareil, l'entreprise Ford, le constructeur de voitures, a perdu, lui, 46%. Donc, il a perdu beaucoup plus que la moyenne des entreprises. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment à l'arrêt, plus personne n'achète de voiture. Donc, il y a quand même une certaine logique dans les marchés financiers. Et les achats, quand j'achète des actions, elles ne se font pas au hasard. C'est le genre de choses que j'analyse. Mais tu vois, si on reprend, on va finir là-dessus ce live, mais si on reprend ton Ford perd 45% parce que les usines sont fermées. Mais c'est parce que les gens ont décidé du coup, ça n'a pas un impact direct, c'est que les gens se sont dit que du coup Ford allait mal aller et du coup ils ont préféré vendre leur position. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, ouais. C'est pas finalement le fait que l'entreprise soit fermée qui fait que ça fait baisser le cours, c'est parce que les gens interprètent ça derrière. C'est toujours une interprétation, ouais. C'est ça. C'est assez fort. Ça veut dire qu'en gros, celui qui fait ça, il met un billet d'une certaine manière sur le fait que Ford va déposer le bilan, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une interprétation des gens. Pareil, il y avait Tesla qui avait beaucoup monté ces derniers temps. Et pareil, c'était parce que sur des projets futurs, mais c'était pas sur la réalité actuelle. Et tu as raison, c'est vraiment c'est des gens qui interprètent soit des projets futurs d'une entreprise ou soit des faillites futures, alors que dans la réalité, l'entreprise Ford existe toujours. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est assez marrant comme truc, je trouve. Est-ce que tu veux quelque chose à rajouter, Liken? Non, on a fait le tour et on donnera beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Ouais, sur la stratégie, on focusera sur la stratégie et comment la mettre en place pour pérenniser son portefeuille. Pas en cas de crise, mais pérenniser dans la durée son portefeuille. OK? Donc, les amis, si vous voulez vous inscrire à cette conférence en ligne, ça ne sera pas sur Facebook, ça sera sur un outil dédié, donc il faut aller bloquer votre place. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Allez-y, premier arrivé, premier service, et comme ça, c'est toujours la même chose, les amis. Je ne veux pas faire un webinaire où on a trop de monde, parce que sinon, on ne peut pas bien traiter les différents sujets et répondre à toutes vos questions. Et comme d'hab, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube et on envoie du lourd très régulièrement. Merci Liken, du coup on se retrouve très vite. Merci à toi pour l'invitation, merci à vous d'avoir participé, on espère tous vous voir la semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous, ciao.